Mes balades au sein des milieux politiques locaux ont naturellement conduit un gaucho enragé dans mon genre à se syndiquer, m'engageant de ce fait à faire des réunions avec une bande qui a au moins 2 fois mon âge, dans des salles au néon blafard pour discuter de sujets pas très joyeux. Alors j'ai pris ma carte et mon couteau et je me suis mis à traîner dans ce drôle de monde où une bande de fous essaye encore d'avoir une solidarité alors que, tout le monde le sait, penser à sa gueule est bien plus à la mode. Et alors que le temps passait, je me rendais compte que l'âge de mes camarades n'empêchait pas de boire un coup de rouge au milieu de nos réflexions, et soudain, les néons étaient plus chaleureux. Une petite étincelle s'est allumée et je me suis dit que je m'y sentais bien dans cette chaleur humaine nourrie de merguez. Et du coup, comme j'en avais marre de vous parler du Covid et de la loi sécurité, je me suis dit qu'il serait bien de casser la gueule à un autre sujet. Alors parlons syndicalisme. Encore un mot en isme décidément, et surtout des gros malins qui pensent encore que les syndicats à part gueuler, ils savent pas quoi faire. Petit cours d'histoire pour commencer. Les syndicats ont été autorisés en France en 1884. Jusque-là, les rassemblements ouvriers, paysans et autres travailleurs étaient interdits. Parmi les grands noms qui sont nés dans les années suivantes, on compte la CGT, qui en 1906, lors du congrès d'Amiens, pose les bases de ce que sera le syndicalisme révolutionnaire, une position anticapitaliste qui préfère l'autogestion, la grève comme outil de pression et l'action directe. Il s'oppose au syndicalisme, dit jaune ou de droite prolétarienne, qui refuse les méthodes révolutionnaires de grève et de confrontation au patronat. Aujourd'hui, on parlerait plus de réformistes. Des syndicats qui rapidement se greffent à des idées politiques. Une grande majorité se tourne vers les théories marxistes, le socialisme, le communisme, des gauchos quoi, mais on compte tout de même une petite part, les fameux syndicalistes jaunes, qui se revendiquent d'une tradition chrétienne, comme par exemple la CFTC, ancêtre de la CFDT. Vient la Seconde Guerre mondiale et le régime de Vichy montre très vite des hostilités envers les syndicats, particulièrement les révolutionnaires, une hostilité qu'on retrouve toujours à l'extrême droite aujourd'hui. Mais en 1944, les confédérations se reforment et c'est à ce moment-là qu'ils seront à leur apogée, notamment pour la CGT qui voit l'un de ses membres, Ambroise Croizat, nommé ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et à qui on doit les retraites, les allocations familiales, l'amélioration du droit du travail, de l'assurance maladie, bref, quand on met un mec comme ça aux manettes, ça parle pas de trous dans les caisses, ça se remonte les manches. Ce moment de gloire des syndicats s'effondre dans les années 70 avec l'arrivée des premières crises économiques. Fini le plein emploi et les ouvriers qui peuvent claquer la porte quand un patron se fout de leur gueule. Le chantage du risque de perdre une place se met à faire de l'ombre à la lutte pour le droit des travailleurs. Et bien qu'aujourd'hui les syndicats soient encore présents et que depuis 50 ans ils ont mené de grandes luttes, je ne peux me résoudre à les oublier dans mes billets. Et j'aimerais vous parler déjà de la différence entre le local et le national. Les syndicats ne sont pas des partis politiques, ils font ce qu'on appelle de la parapolitique, que Christian Coulon décrit comme les processus et valeurs dont le fondement n'est pas à proprement parler politique, mais qui interviennent dans son champ. C'est ce qui fait qu'un syndicat ne suit pas un chef de file, il a des représentants, mais travaille sur le terrain avant tout. Il représente les travailleurs, non pas dans leur ensemble, mais plutôt dans leurs particularités. C'est pourquoi on retrouvera dans beaucoup des syndicats des branches qui se spécialisent sur des corps de métier. Une branche prof, médecin, ouvrier du verre, du pneu, cheminot, restaurateur, enfin bon, vous comprenez l'idée. Je vous apprends peut-être pas grand-chose en vous disant cela, mais si on repense à notre phrase du jour, que les syndicalistes ne savent que gueuler, et que l'on met ça en parallèle avec cet aspect local et spécifique, on pourrait se dire que le syndiqué, c'est celui qui râle tout le temps dans ta boîte et qui cherche toutes les excuses pour travailler moins. Et pourtant, on m'a soupiré un jour une réflexion intéressante. Le syndicaliste fait souvent partie des bons éléments d'une entreprise. Pas forcément le meilleur, et il faut admettre qu'on ne peut pas en faire une règle, mais c'est assez logique en fait. Quelqu'un qui veut pas bosser, il se met en maladie, il trouve une excuse, il glande sur ses heures de taf, mais il va pas se battre pour avoir de meilleures conditions de travail, puisque justement il ne veut pas travailler. Quand on se démène pour obtenir des droits, des hausses de salaire ou une deuxième machine à café, on prend des risques, et surtout, on prend sur son temps libre. Un syndicat défend des travailleurs, c'est assez malhonnête et paradoxal de les assimiler à des traînes savates. Et puis est-ce qu'ils gueulent tant que ça ? Eh ben oui, mais on peut pas s'arrêter à ce simple constat. Un bébé qui gueule, c'est parce qu'il a faim, et c'est la même chose dans notre cas. Les travailleurs ont la dalle, ils veulent bosser dans de bonnes conditions, être en confiance sur leur situation professionnelle, avoir un salaire suffisant pour nourrir leur famille, s'assurer d'être traités avec respect. Bien sûr qu'il faut parfois gueuler quand on n'entend pas nos paroles à voix basse. Remonter les bretelles à nos employeurs, quitte à déchirer leur chemise, pour leur rappeler qu'ils ne sont rien si nous ne sommes pas là. Et là je vous vois venir.
Encore la tirade anti-patron, vous êtes contre la réussite. Eh ben non. Et pour prendre mon exemple personnel, je n'ai pas eu de grief particulier avec mes anciens employeurs. Le problème ne vient pas du patronat, mais du travail lui-même, des hiérarchies qui se forment, des questions techniques et sociales, du fait qu'une entreprise, ce n'est pas seulement un patron, mais l'ensemble de ceux qui œuvrent à la faire tourner. C'est pour cette raison que, primo, il y a des syndicats de patrons, mais aussi que les patrons défendent des revendications syndicales portées par leurs employés. À vouloir montrer les uns contre les autres, vous ne créez que de l'hostilité là où il pourrait y avoir du dialogue. Car le but est et sera toujours de défendre des droits et en demander, pas de détruire un métier qui nous nourrit. Un syndicat ne gueule pas pour le plaisir de se vriller une corde vocale, il est le lien entre l'activité et le cadre de l'activité. Il permet de porter en haut les paroles d'en bas et de se défendre face à l'adversité de l'emploi. Et puis pour conclure, je vous invite à vous rendre à quelques réunions syndicales. Car en plus de cet aspect formel de défenseur des travailleurs, vous croiserez des gens chaleureux, parfois un peu aigris par toutes ces luttes qui épuisent et la misère qu'entraînent nos crises, mais surtout disponibles pour vous rendre service, pour vous inviter à partager un bon repas ou pour vous encourager à être toujours plus bienveillant. J'espère que vous aurez à ce moment-là la chance de trouver les mêmes doux enragés que moi pour vous faire distribuer quelques tracts dans la fraîcheur d'une matinée avant d'aller boire un coup. Des gens qui vous feront confiance aussi vite qu'ils vous ont rencontré. Des personnes qui, selon mes critères, sont à compter parmi ceux qui se battent pour la dignité des faibles. 1, 2, 3,